Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Il y a vous savez, c'est intéressant le ton que prennent des gens comme Mark Rutte en réponse à ces problèmes sur le champ de bataille pour l'Ukraine. Voici juste un commentaire rapide où il se moque littéralement de Vladimir Poutine pour quelque chose de très particulier, quelque chose de très spécifique. Je vais réagir à tout ce que dit Poutine. Nous l'avons vu en tenue militaire, habillé comme un soldat au front. Mais pas au front. C'était assez loin du front avant-hier. Pendant que les pourparlers de paix se poursuivent, c'est bien. Mais en même temps, nous devons nous assurer que pendant qu'ont lieu, et nous ne savons pas quand ils se termineront, l'Ukraine est dans la position la plus forte possible pour continuer le combat, pour riposter contre les Russes. Mais aussi dans la position la plus forte possible lorsque les pourparlers de paix arrivent vraiment à un point où ils s'assoient à la table. On dirait pas quelqu'un qui est très enthousiaste à propos de la paix, Scott. Allez-y, réagissez à cela. Je veux dire, Mark Rutte, quand il a été choisi pour être le secrétaire général de l'OTAN, j'ai dit à l'époque qu'il serait probablement le dernier secrétaire général de l'OTAN. L'OTAN ne pourra pas survivre à son mandat pour de multiples raisons. L'une d'elles est sa bouche qui est reliée à son cerveau, qui ne fonctionne pas. Vous savez, c'est un homme qui ne connaît rien à l'art militaire. Rappelez-vous, quand il était au gouvernement néerlandais, je pense qu'il a provoqué, vous savez, la destruction de l'armée néerlandaise et de l'économie néerlandaise. C'est un politicien raté, mais il est un outil docile. Il était censé être un outil docile des États-Unis. C'est pourquoi il a été choisi, car sous l'administration Biden, Rutte dirait toutes les choses que l'administration Biden voulait qu'il dise pour soutenir ce conflit, ce qui était la politique des États-Unis. Mais maintenant, Rutte est déconnecté, hors de la réalité, et il est littéralement un acteur sans vous savez. C'est comme une émission de télévision où la société de production vient de licencier les scénaristes. Il n'y a personne pour écrire le scénario, et donc Rutte maintenant, lumière, caméra, action, appel à sortir, et il lit un vieux scénario. Il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas quoi penser parce qu'il ne peut pas penser. Il n'a aucune pensée originale. Il n'y a aucune substance derrière tout ce qu'il fait ou dit. Alors il opte pour les insultes bon marché. Je veux dire, s'il veut se moquer de Vladimir Poutine pour avoir porté un uniforme, qu'il le fasse. Je veux dire, je ne pense pas que Poutine ait perdu le sommeil à cause de cela. Je ne peux pas imaginer que Poutine soit devenu si fondamentalement déprimé qu'il s'est enroulé en boule à l'arrière de l'avion, disant « Je ne peux pas descendre en Inde. Dites à Modi que je ne peux pas le faire. » Rutte, oh, j'ai porté un uniforme et je n'étais près du front. Je suis si mauvais. On m'a pris à partie. Oh mon Dieu. Je ne pense pas que Poutine accorde la moindre importance à ce que dit Rutte ou à ce que dit qui que ce soit à l'OTAN. Comme je l'ai dit, l'Europe s'est annulée en termes de pertinence. Rien de ce que Rutte a dit ne résonne nulle part, sauf dans la petite tête vide et résonante de Rutte. Demain, il dira quelque chose d'aussi stupide. Il dira quelque chose de stupide la semaine prochaine, et cela continuera encore et encore. Pendant ce temps, l'armée ukrainienne sera détruite, petit à petit. Et il n'y a rien que Rutte puisse faire pour empêcher cela. Il n'y a plus d'équipement que l'OTAN puisse fournir. Il n'y a rien que l'OTAN puisse faire. Ils peuvent s'asseoir là et tenir des réunions et parler de la façon dont ils vont construire une force de réaction rapide de 800 000 hommes qui n'est pas. C'est juste c'est le fruit de leur imagination. L'OTAN n'a pas d'économie capable de faire cela. Ils n'ont pas d'industrie de défense capable de faire cela. Ils n'ont pas de population prête à faire cela. L'Allemagne a fait un sondage. Si l'Allemagne était envahie, quel pourcentage de la population masculine allemande serait prêt à se battre et à mourir pour défendre l'Allemagne? 16%. C'est si l'Allemagne était envahie. Maintenant, que se passerait-il si l'Allemagne décidait d'envahir des gens? Quel pourcentage de la population masculine allemande serait prêt à se battre et à mourir dans cette entreprise? Vous ne trouverez personne en Europe prêt à se ranger pour cela. C'est pourquoi ils parlent maintenant de conscription massive. C'est leur nouvelle stratégie, car ils savent qu'on ne peut pas constituer une armée de volontaires de cette taille parce que personne ne va s'inscrire. Personne ne croit à ces absurdités. Alors maintenant, ils parlent de conscription massive et cela conduira simplement à des manifestations massives dans la rue et à l'effondrement rapide de l'ordre politique et économique qui est déjà en chute libre totale. C'est la fin de l'Europe. Je déteste le dire. J'ai vécu en Europe. J'ai voyagé à travers l'Europe. J'aime l'Europe d'autrefois.
C'était très amusant d'y être. Les gens en Europe étaient, mais cela a changé, transformé en quelque chose qui est une perversion de ce que l'Europe devrait être. Ils veulent être quelque chose comme les États-Unis, une sorte d'extension européenne de l'hégémonie américaine. Ils n'ont pas le courage de le faire. Je suis désolé de le dire, mais la raison pour laquelle l'Amérique est la nation la plus forte du monde, ou du moins l'était, c'est que nous avions une bande de garçons vigoureux dans le Missouri et le Mississippi que nous avons rassemblés dans les sous-sols des fraternités universitaires et leur avons lancé de la bière et de la viande rouge. C'étaient des animaux prêts à sortir et à faire des choses animales. C'est ce que nous faisons. Je n'en suis pas fier. Je dis juste que c'est la réalité. Les Européens ne sont pas des animaux. Ce sont des gens civilisés. Ce sont des gens instruits. Ils sont érudits, mais ils ne sont plus si instruits. Ils sont vraiment ignorants du monde dans lequel ils vivent. Et ils ont oublié qui ils sont. Ils ont oublié ce qu'ils sont. Ils ont tout oublié. Ils ne signifient rien. Qu'est-ce qu'un Européen? Que quelqu'un me trouve une définition de ce qu'est un Européen. Je sais ce qu'est un Allemand. Je sais ce qu'est un Italien. Je sais ce qu'est un Français. Qu'est-ce qu'un Européen? Ça n'existe pas. C'est un produit de leur imagination collective. Et par conséquent, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, ils ne représentent rien et ils ne sont rien. Et c'est la réalité, et Ruth en est un exemple vivant. Qu'est-ce que l'OTAN sans les États-Unis? Rien. Qu'est-ce que l'Union européenne sans le soutien américain? Rien. C'est un concept fondamentalement défectueux dont le temps est écoulé. L'histoire est terminée. Au revoir, adieu, auf Wiedersehen, au revoir. Eh bien, à la défense de Mark Rutte, j'ai écrit un article qui est maintenant sur Consortium News ce matin, disant qu'il a fait de son mieux pour garder. Je ne sais pas quelle est l'expression néerlandaise, mais les Britanniques disent garder son froid, n'est-ce pas? Il a expliqué que cela n'a pas d'importance que le secrétaire d'État des États-Unis ne soit pas là. Non, 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 il doit être occupé à faire quelque chose, il n'est pas là, mais ça n'a pas d'importance. Et il essaie de dire aux gens que tout ira bien. C'est, je pense, un exemple intéressant du calibre des personnes que les États-Unis ont poussé à des rôles de leadership dans l'OTAN. Secrétaire général, maintenant, ce n'est pas seulement Rutte. Permettez-moi de revenir juste avant la guerre en Irak. Un certain Anders Fogh Rasmussen du Danemark avait été secrétaire général de l'OTAN et il a dit juste une semaine ou deux avant la guerre, nous ne croyons pas que l'Irak ait des armes de destruction massive. Nous savons qu'ils en ont, n'est-ce pas? D'accord, donc c'était lui. Ensuite, nous avons des gens comme Stoltenberg, le Norvégien, d'accord. C'est lui que Rutte a remplacé. Stoltenberg a fait une erreur. D'accord? Une grosse erreur devant le Parlement de l'UE. Il y a plus de 2 ans, quand il a dit, écoutez, vous savez, nous devons être honnêtes. Les Russes sont venus nous voir et ils ont dit, écoutez, pas d'Ukraine dans l'OTAN. Vous continuez à essayer de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, nous devrons envahir l'Ukraine. Vous comprenez? Et nous avons dit non, et donc il a envahi l'OTAN. Et au lieu de pas d'élargissement, nous avons eu la Suède, nous avons eu la Finlande. Alors regardez, Poutine a perdu parce que nous avons eu aussi, et peut-être l'Ukraine ensuite. Voilà le niveau de leadership. C'était une époque où au moins 500 000 jeunes Ukrainiens avaient été tués ou démembrés ou gravement blessés ou blessés de toute façon à ce moment-là de la guerre. Donc ce Rutte est juste un autre gars qui fera ce que les États-Unis lui disent de faire, sauf que les États-Unis ne lui disent plus et Rutte essaie de tirer le meilleur parti de la situation. Mais comme je l'ai dit auparavant, l'essentiel à propos de l'OTAN qui aurait dû être dissoute dès que l'Union soviétique s'est effondrée mais ne l'a pas été. Ce qu'il faut savoir sur l'OTAN, c'est que son premier secrétaire général comprenait parfaitement les enjeux et a déclaré d'emblée que le but de l'OTAN était de maintenir la présence des États-Unis. Aujourd'hui, ce but a été compromis par l'incompétence des États-Unis. L'OTAN n'existe plus de manière fonctionnelle.
Et ce que Scott a dit à propos de ses capacités militaires est absolument vrai. Combien de temps faudra-t-il aux dirigeants européens pour s'en rendre compte? J'imagine qu'ils ont trop d'intérêts personnels en jeu, leurs gouvernements tomberont. Il leur faudra probablement plusieurs mois avant d'admettre que c'est la réalité et que le jeu a changé. Et l'OTAN est un organe vestigial, un peu comme les dents de sagesse, n'est-ce pas? Sauf qu'il y a moins de sagesse dans l'OTAN qu'il n'y en a dans les dents de sagesse. C'était Lord Hastings, je pense, le premier secrétaire général de l'OTAN. Et c'était quel est le but de l'OTAN? Garder les Américains dedans, maintenir les Allemands à terre et tenir les Russes à l'écart. Exactement. Et si vous regardez, je veux dire, tout d'abord, les Américains sont dehors. Allemagne, je sais pas. L'OTAN ne maintient pas l'Allemagne. L'Allemagne se maintient elle-même à terre. Je veux dire, je vais faire une prédiction, probablement une prédiction stupide, mais si l'Allemagne continue dans la direction où elle va, je pense que vous pourriez voir l'Allemagne se fracturer en deux États-nations séparés, et Ouest. Ce sont déjà des États fondamentalement différents. Il y a beaucoup de ressentiment à l'Est envers l'Ouest à propos de ce qui s'est passé après l'unification allemande. Et maintenant, s'ils isolent politiquement l'alternative für Deutschland, qui est très populaire dans les régions de l'Est, vous pourriez voir beaucoup d'Allemands cesser simplement de reconnaître la viabilité d'un État allemand unifié. Et si j'étais les Russes, je pousserais très très fort dans ce sens. Mais c'est l'affaire des Russes, pas la mienne. Mais la dernière est de tenir les Russes à l'écart. La Russie vient de donner une raclée à l'OTAN. Et la Russie sera en Europe pas occupée militairement, mais regardez encore une fois la stupidité de l'Europe. Ils ont fait s'effondrer leur économie et maintenant ils viennent de voter une loi disant « Nous serons totalement libérés de l'énergie russe. Hurrah !» Vous savez, c'est comme une personne affamée disant « Et nous avons coupé tout lien avec les fermes. » Eh bien, comment allez-vous manger? Comment l'Europe va-t-elle reconstruire son économie? Ils auront besoin de l'énergie russe et l'énergie russe reviendra en force. Cela fait partie de tout le processus de sécurité qui est en cours actuellement entre Trump et Poutine. Tout cela, vous savez, il y a un aspect clé de cette négociation qui est qu'en est-il des cadres de sécurité? Et un élément clé des cadres de sécurité est l'économie. L'interopérabilité aux États-Unis va jouer un rôle très important pour garantir l'interopérabilité économique entre l'Europe et la Russie. Parce que s'ils peuvent prospérer ensemble, c'est exactement le contraire de ce que les États-Unis ont fait pendant de nombreuses années, où ils voulaient isoler la Russie de l'Europe. Mais je pense que maintenant, la nouvelle approche est que le meilleur moyen de faire coexister pacifiquement la Russie et l'Europe est d'augmenter le niveau de coopération entre les deux. Mais ce sera une coopération différente, car la coopération européenne avec la Russie était définie par la décennie des années 1990, où l'Europe intervenait comme une sorte de puissance occupante, une puissance coloniale prenant, vous savez, en charge une économie russe qui s'était effondrée. L'économie russe aujourd'hui est en pleine forme. Ils sont devenus assez indépendants. Ils n'ont pas besoin de l'Europe. L'Europe aura besoin de l'énergie russe. Donc je pense que vous allez voir se développer une dynamique de relations totalement différente. Mais les Russes sont là. Donc l'OTAN a échoué sur tous les plans. C'est une organisation absolument désastreuse. Et je dis cela en tant que personne dont le beau-frère est un acteur important dans la hiérarchie de l'OTAN. C'est un homme qui, vous savez, a été l'ambassadeur du Luxembourg auprès de l'OTAN. Un homme qui est ensuite devenu le ministre adjoint de la Défense du Luxembourg et chef du service de renseignement luxembourgeois, et qui joue aujourd'hui un rôle majeur dans la hiérarchie de l'OTAN. Je veux dire, je suis désolé, mais vous allez être au chômage très bientôt parce que l'OTAN est fini, terminé. Vous avez investi dans vous savez, vous avez acheté un billet pour le Titanic, c'est terminé. Et je ne peux verser aucune larme. J'aimais l'OTAN. Et vous savez, quand j'étais dans le corps des marines, l'OTAN était une chose. Une partie de la mission de mon unité était de renforcer, vous savez, le Danemark, de venir et de faire partie de la force américaine qui viendrait protéger l'Isthme contre toute avancée soviétique. Et nous avons passé beaucoup de temps à nous préparer à mourir au Danemark et dans les champs du nord de l'Allemagne, car c'était notre destin si nous étions engagés dans ce combat. Mais Dieu merci, nous n'avons pas eu à le faire. Mais à l'époque, je croyais en la mission de l'OTAN et je soutenais tout ce que nous faisions. Mais l'OTAN n'a pas de mission aujourd'hui. C'est non seulement contre-productif et contre-intuitif pour la paix, mais c'est aussi, en gros, cela va entraîner l'effondrement rapide de l'Europe. Plus l'Europe se lie à ce navire qu'est l'OTAN, plus les choses seront mauvaises pour l'Europe. Plus vite l'Europe pourra se séparer de l'OTAN,
plus vite elle pourra commencer à se rétablir. Il y a quelque chose de pourri au Danemark, et ce ne sont pas seulement des marines morts. Il y a quelque chose de pourri partout en Europe. Et vous savez, quand vous parlez de l'Allemagne, j'aimerais revenir sur ce point, Scott. Elle est désespérément divisée en ce moment. Les Russes aimeraient-ils voir l'Allemagne divisée? J'imagine qu'ils aimeraient retrouver cela. Repensez au 1er février 1990, quand cet avocat intelligent du Texas, comment s'appelait-il? James, quelles étaient leurs? Des dieux. Oui, Baker. Alors il vient là, en mission de Joshua B. Bush, et il dit, j'ai un accord pour vous. Vous acceptez une Allemagne réunifiée? Maintenant, mon Dieu, j'étais en vie pendant toute la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Et rien que l'idée d'une Allemagne réunifiée me faisait frissonner. Vous pouvez imaginer Gorbatchev, Shevardnadze, d'un pays qui a perdu 27 millions de citoyens, comment ont-ils réagi à cela? Alors bien, d'accord, quel est l'avantage? C'est un gros abandon. C'est, vous savez, une concession amère. Eh bien, l'avantage est que nous ne déplacerons pas l'OTAN d'un pouce vers l'or. Gorbatchev, Shevardnadze espéraient vraiment que les États-Unis les aideraient économiquement. Ils ont vu que des gens comme Jeffrey Sachs avaient sauvé la Pologne et ils espéraient que nous les aiderions et dirions « D'accord, bien, ça va, d'accord ». Maintenant, nous savons que tout cela est intégré dans tous ces documents de l'époque, le 1er février 1990. Maintenant, ne serait-ce pas ironique, ne serait-ce pas une justice poétique qu'après l'impact de toute cette expansion de l'OTAN, y compris en particulier l'extension vers l'Ukraine, cela aboutisse finalement, comme effet secondaire, à une nouvelle division de l'Allemagne. Vous savez, il y a beaucoup à dire sur ce genre de division. Je ne le préconise pas, mais ne serait-ce pas ironique de voir l'Allemagne à nouveau divisée? Et je ne sais pas combien de personnes verseraient des larmes de chaque côté de ce qui était autrefois le rideau de fer. Obtenu tout cela, du grand méchant loup, de la crise d'identité dans laquelle l'Europe se trouve actuellement. Pourquoi, même d'un point de vue purement militaire, pourquoi une entité comme l'OTAN menacerait-elle de frappe préventive sur la Russie alors qu'elle n'a pas de défense aérienne entre un pays qui a un arsenal de missiles qui est le meilleur au monde, essentiellement. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça veut dire, je suis juste curieux de votre réaction à cela. C'est en fait un appel à l'aide, une reconnaissance de leur irrélevance. Vous savez, je pense que vous savez, l'OTAN regarde l'effondrement de l'expérimentateur de l'OTAN, vous savez, en Ukraine. Et c'était vraiment une expérience de l'OTAN. Souvenez-vous, c'est l'OTAN qui a mis en place des bases d'entraînement en Ukraine occidentale en 2015. En 2016, il publiait des diapositives. C'était des bases américaines avec des formateurs de l'OTAN, se vantant de former 550 Ukrainois pour aller vers l'Est et tuer des Russes dans le Donbass, en se vantant. Ils ont fait un graphique qui le montrait. Cela a toujours été un effort mené par les États-Unis et l'OTAN pour transformer l'Ukraine en une épine empoisonnée dans le flanc de la Russie pour faciliter l'effondrement de la Fédération de Russie. C'est ce que l'OTAN cherche à faire depuis toujours. Et ensuite, ils ont politiquement et économiquement, vous savez, redoublé d'efforts après le SMO. Ils ont fait de cela une lutte existentielle. L'objectif était de vaincre stratégiquement la Russie. Poutine a dit cela. Ils veulent simplement nous vaincre stratégiquement. C'est une lutte existentielle, mais l'OTAN s'est engagée à fond, ce qui signifie que l'OTAN a fait en sorte que si elle ne vainc pas stratégiquement la Russie, c'est une défaite stratégique pour l'OTAN. L'OTAN ne peut pas se remettre de cette perte. Et donc, ce que vous avez maintenant, c'est cet amiral italien et le reste de l'OTAN se réveillant face au fait qu'ils ont perdu. Et donc, comment récupérez-vous de cela? Comment motivez-vous? Comment vous? Donc, vous êtes impuissant, je veux dire, et vous ne pouvez rien faire. Et donc, vous formulez l'hypothèse qu'il faudrait lancer une frappe préventive contre la Russie pour menacer d'une action que vous êtes incapable de réaliser. Mais ensuite, il ajuste, comme je l'ai dit, vous décomposez simplement cela
car j'étais très intéressé par les gros titres quand j'ai lu cela, et j'ai pensé, il a dit quoi, vous savez, ce genre de choses. Mais ensuite, je suis allé lire sa déclaration, et j'ai dit, oh, il n'a rien dit car il reconnaît qu'ils ne peuvent pas le faire. Il a dit, nous allons faire une frappe préventive, mais nous ne pouvons pas. Vous savez, il y aurait des problèmes politiques, comme personne ne serait d'accord avec cela, et il y aurait, vous savez, des problèmes juridiques, comme c'est une violation de la guerre, du droit de la guerre et du droit international. Il y a des problèmes pratiques car nous ne savons pas d'où viendraient les troupes, sous quelle autorité elles opéreraient, qui leur donnerait la permission de faire cela, d'où viendrait cette permission. Nous ne savons rien de tout cela. Peut-être pourrions-nous mener une action préventive dans le domaine cyber, vous savez, parce que nous sommes inquiets à ce sujet. Mais attendez une minute, vous venez de menacer de frappe préventive. Je pense à une opération de guérilla guerre du Golfe, 450 avions s'approchant comme nous l'avons fait contre l'Irak. Non, non, vous voulez faire une cyberattaque. Avec quoi? Parce que la plus grande superpuissance cybernétique en dehors de la Russie et de la Chine est les États-Unis, et nous n'allons pas en faire partie. Vous n'avez pas la NSA et le cybercommand qui jouent à ce jeu, alors qu'ils veulent faire. GCH, ils ne sont rien. Les Néerlandais, ils ont des capacités limitées, mais ils profitent tout des retombées américaines. Ils utilisent toute la technologie américaine. Je veux dire, nous n'avons pas besoin de trop en parler ici, mais les outils de piratage et les méthodologies, tout ça, c'est un peu ce que nous faisons pour vivre. Nous contrôlons tout cela. Ils ne le font pas. Et ils veulent quoi? Lancer une frappe préventive contre la Russie, dont je peux vous garantir avec presque 100% de certitude que la Russie a pénétré la grande majorité de ces petits services cybernétiques que les Européens et les Russes savent exactement ce qu'ils font. Les Russes sont très intelligents et l'idée que la Russie s'exposerait à une sorte de préemption cybernétique par procuration européenne est ridicule. Donc c'est juste, encore une fois, une déclaration d'impuissance. Vous savez, je ne veux pas être grossier, mais vous savez, c'est comme un homme de 80 ans sur la plage, regardant les jeunes femmes séduisantes de 20 ans en train de fantasmer. Je suis désolé, Ray, à propos. Doucement, doucement. Je dirais un homme de 60 ans sur la plage, regardant les jeunes femmes séduisantes de 20 ans, fantasmant sur ce qu'il pensait pouvoir. Mec, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez y penser autant que vous voulez, mais vous savez, non. Et c'est l'OTAN en ce moment. C'est juste un vieux fou impuissant qui prétend qu'il est encore dans le jeu. Le grand jeu, ce que je considère comme le test décisif, Poutine le 22 septembre. Écoutez, le nouveau traité STAR expire le 5 février. Il n'y a aucun espoir que nous puissions le relancer ou le réparer. C'est terminé. Nous proposons que nous adhérions, que nous, les Russes, adhérions aux limites quantitatives de ce nouveau traité STAR pour une autre année, si vous êtes prêts à faire de même Trump. Quelques semaines plus tard, un journaliste a posé la question à Trump à ce sujet. Il dit « Oh, ça ressemble à une bonne idée pour moi. » Et les Russes ont dit « S'il vous plaît, quelque chose d'un peu plus officiel, s'il vous plaît. » Pouvons-nous avoir une réponse? Maintenant, mon point est simplement, c'est un gros enjeu, d'accord? Maintenant, les Russes interpréteront la réaction de Trump de manière très importante. S'il est incapable de tenir ses promesses sur cette question très simple, d'accord? Alors je pense que les Russes devront supposer que Trump n'est pas en mesure de faire grand-chose et aux Russes, nos provoduges, faire confiance, mais vérifier homme. Ce truc de vérification sur toute résolution ukrainienne devrait être doublement sûr, infaillible. Alors, quel est votre avis, Scott? Vous êtes beaucoup plus proche des dispositions du nouveau traité START et du fait. Oui, bonne question. Qu'en pensez-vous? Eh bien, comme vous le savez, Ray, je suis allé en Russie avec de grandes attentes de pouvoir m'engager de manière significative avec les plus hauts niveaux du gouvernement russe sur des questions concernant le contrôle des armes et le désarmement nucléaire. Mon problème, encore une fois, c'est le timing de l'histoire, que bien qu'il y ait eu des indications qu'il serait réceptif à ce type d'engagement quelque part autour du 26-28 octobre, Witkov et Dmitriev ont commencé ce processus qui a conduit à ce qu'il est maintenant. Et vous savez, ce qui n'est pas dit ici, c'est qu'une partie du paix en 28 points, si vous le regardez, inclut le nouveau traité STAR, et que cela a été une conversation qui a eu lieu entre les Russes et les États-Unis. Comprenez que le traité New STAR, tel qu'il existe, ne peut pas être prolongé. Le provis, il n'y a pas de disposition pour une prolongation. Vladimir Poutine a proposé un moratoire volontaire jusqu'à ce qu'un nouvel accord puisse être négocié. Il n'y aura pas de nouveau traité New STAR négocié parce que une fois que vous suivez cette voie, vous savez comment intégrer le Burevestnik.
Comment intégrer le Poséidon? Comment intégrer la question des missiles antibalistiques? Toutes les préoccupations entrent en jeu. Donc, ce qui semble être en cours actuellement, c'est qu'ils vont simplement imprimer une nouvelle copie du traité New Start, y mettre une nouvelle date et dire « signons celui-ci ». Vous savez, peut-être 3 ans, nous donner 3 ans pour gagner du temps. Il y a un dialogue en cours, mais en raison de la sensibilité de cela, les Russes ont imposé un moratoire sur les discussions. C'était clair lorsque les interviews que l'on m'avait dit qu'elles allaient avoir lieu ne se déroulaient pas. Les gens n'étaient pas disponibles. Mais c'est devenu vraiment clair. Tout d'abord, j'ai soumis une proposition concernant l'INF et la discussion qui est parvenue au plus haut niveau en Russie. Vous pouvez imaginer ce que cela signifie, qu'il a examiné et est revenu avec. Ce n'est pas le moment. Pas un non, mais juste un ferme, ce n'est pas le moment. Étant qui je suis, je n'accepte jamais un refus. Alors, j'ai engagé le club Valdey et nous organiser un grand panel pour parler du désarmement nucléaire, etc. Et le mot est venu d'en haut que c'était « nous aimons Scott Ritter », mais la question nucléaire n'est pas à discuter par le club Valdey. Personne ne parlera de cela pour le moment. Les Russes ne parlent tout simplement pas du nucléaire pour le moment. C'est juste que ce n'est pas une question pour le discours public. Vous savez, le gouvernement russe a mis un terme à cela parce qu'il est engagé dans des négociations très sensibles avec les États-Unis sur cette même question. Et vous devez être prudent parce que, encore une fois, nous parlons de la renégociation de New Star. Le dôme doré entre en jeu, c'est fatal. Ou Burevestnik et Dark Eagle entrent en jeu, c'est fatal. La seule façon de maintenir ces plafonds dans le cadre d'un traité est littéralement d'imprimer New Star, de mettre une nouvelle date dessus et de dire oui, le traité est maintenant valable pour 3 ans ou 5 ans ou quelque chose comme ça. Cela permet de gagner du temps pour, vous savez, des vérifications de la réalité et vous savez, de parler de l'ABM dans un environnement non contraint. Peut-être quand il devient évident que les États-Unis ne peuvent pas se permettre le dôme doré, que les technologies ne fonctionnent pas, vous savez, etc. INF, je veux dire, vous savez, pouvons nous-mêmes déployer Dark Eagle. Est-ce un système d'armes viable? Si nous le faisons, parlons-nous, vous savez, de revenir à zéro, l'option zéro? Rappelez-vous, il a fallu que les Russes, les Soviétiques déploient des SS-20 et que l'Amérique réponde avec des Pershing II pour atteindre zéro. Alors, pouvons-nous revenir à zéro sur l'INF? Mais ensuite, il y a le grand enjeu, la Chine. La Chine vient de publier un livre blanc sur le contrôle des armements. Exactement. Fascinant ce qu'ils ont écrit là-bas. Parce que ce que les Chinois ont essentiellement dit, c'est ne nous accusez pas d'être instables. Vous avez les plus grands arsenaux nucléaires du monde. Et pendant que nous parlons, vous, les Russes, modernisez tout. Et vous, les Américains, menacez d'élargir. Et maintenant, vous nous pointez du doigt parce que nous examinons les menaces faites par l'Amérique et cherchons à améliorer modestement nos capacités pour avoir une survivabilité. Mais les Chinois ont clairement indiqué que la responsabilité du désarmement nucléaire mondial significatif incombe à la Russie et aux États-Unis de mettre leurs arsenaux sous contrôle. Oui. Et c'est un signal très important pour les États-Unis et la Russie que vous devez probablement mettre en marche l'imprimante, imprimer une nouvelle copie de New Start, mettre une nouvelle date dessus et ensuite gagner du temps pour que nous puissions avoir ce type de discussion très complète. Mais il a été clairement indiqué par les Russes qu'ils ne sont pas prêts à avoir ces discussions en public pour le moment. Et là, c'est trop. C'est littéralement un environnement extraordinairement déstabilisant que nous avons en ce moment parce que le traité est mort, New Start est terminé. Et l'extension que Poutine a proposée ne peut pas survivre au Dôme doré et à l'INF. Exactement. Et donc, ils sont très... Les Russes, c'est un moment très délicat pour eux, et ils ont essentiellement dit « Rité, merci beaucoup. Merci d'être venu, d'avoir joué le jeu, patron. Nous apprécions vraiment vos efforts. » Mais non, nous ne parlons pas nucléaire avec vous ou quiconque en ce moment, parce que nous parlons avec les seules personnes qui comptent, et c'est l'administration Trump. Donc voilà où en sont les choses actuellement, à mon avis. D'accord. Maintenant, Scott, juste une question de suivi. Puis-je poser une question de suivi? Bien sûr. Oui, c'est ça. Vous pourriez en avoir 50. Donc, êtes-vous d'accord? Eh bien, je sais que vous penseriez que ces discussions discrètes en cours sont une bonne chose.
disons qu'ils trouvent un accord pour faire ce que vous suggérez, simplement imprimer un nouveau traité New START comme l'ancien. Pensez-vous que Trump pourrait accepter ce genre de choses? Ou est-ce que vous savez le dôme de fer ou le dôme doré ou quoi? Eh bien, j'ai vu ce genre de mesures écrasées par le complexe militaro-industriel remontant à Reykjavik, n'est-ce pas? Il y a eu de nombreuses fois où même Reagan voulait se débarrasser des armes nucléaires, mais il est allé voir son équipe et ils ont dit « Oh, alors vous n'avez pas votre dôme doré, vous n'avez pas votre guerre des étoiles, d'accord? Alors, je sais que c'est difficile à prévoir, mais qu'en pensez-vous? » C'est pourquoi je pense que l'impression est la seule option, car comprenez ceci. D'accord, Si New Star, cela pourrait être le coup à la porte. New Star ne serait pas... si nous avions 5 ans restants, Golden Dome ne tuerait pas New Star. New Star existe quoi qu'il arrive. New Star existe même avec la disparition du traité INF. Donc en le réimprimant, c'est la seule façon d'avancer. Il n'y a pas d'autre option, et je pense que Trump pourrait vendre New Star au Sénat, mais il ne pourrait pas vendre un nouveau traité qui empêcherait Golden Dome ou empêcherait l'INF. C'est une expérience de contrôle des armements trop audacieuse en ce moment. Donc je pense que c'est la seule voie à suivre, mais ce n'est que ma spéculation pour le moment. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit.